Tu as d'abord brisé mon esprit, maintenant, la roue tourne. Les résidus du burger spécial de ce soir restent incrustés sous mes ongles quand je perçois son rire filtré à travers la fenêtre de la cuisine. Ce son particulier déclenchait autrefois un sourire immédiat chez moi. Maintenant, il me lacère avec l'intensité d'éclats de verre traînés sur du béton. Ma femme, Laura, se tient dehors dans notre allée à 11h30 un mardi soir, engagée dans une conversation téléphonique, utilisant ce même rire haletant qu'elle réservait autrefois uniquement pour moi. Je suis Jason Mitchell, et il y a à peine 6 mois, je croyais connaître intimement l'abîme du fond du trou. C'était avant que je ne comprenne pleinement le profond gouffre séparant la perte d'une entreprise de la forfaiture de son âme même. Le bar miteux faiblement éclairé où je trime chaque soir pue la bière éventée et les aspirations non réalisées. L'établissement de Frankie occupe le cadran le moins désirable de Millbrook, notre ville post-industrielle de Nouvelle-Angleterre où d'antiques filatures de textiles ont été transformées en condominiums excessivement chers, inaccessibles à la majorité des habitants du quartier. Je suis diligemment en train de balancer des burgers et d'essuyer méticuleusement des tables collantes ici depuis que ma société de construction a succombé à la ruine financière il y a 2 ans. Un autre café, Jason, demande Madame Eleanor Voss, en faisant doucement glisser sa tasse vide sur la surface du comptoir. Elle est une cliente fidèle tous les mardis depuis plusieurs mois maintenant, occupant invariablement le même tabouret. Laissant invariablement un pourboire égalant précisément 100%. Une vieille femme particulière, distinguée par ses cheveux argentés et ses yeux pénétrants qui semblent posséder la capacité étrange de voir directement à travers vous. « J'arrive, Madame Voss, répondis-je, en versant le liquide noir de la cafetière, qui mijote sur le brûleur depuis que le service du dîner a commencé. Comment se passe la vie dans cette grande maison ? Elle réside seule dans le manoir victorien perché au sommet d'Elm Street, le genre de résidence qui incite inévitablement à contempler les histoires non racontées cachées dans ses murs vieillis. Oh, vous savez comment c'est. Trop de pièces, beaucoup trop de souvenirs persistants. Elle scrute mon visage avec ses yeux perçants. Vous ressemblez étrangement à quelqu'un que j'ai connu autrefois. La même mâchoire inflexible, la même façon de porter la douleur comme si c'était une précieuse cargaison. Je force un rire, essayant de masquer la douleur. La douleur, c'est à peu près tout ce que je peux me permettre de nos jours. Précisément à ce moment-là, mon téléphone vibre, signalant un texto entrant de Laura. Tu travailles encore tard ? Ne m'attends pas. Travailler tard, en effet. À 11h45 du soir un mardi ? Laura est avocate employée par Brennan, Kessler, et associée dans le centre-ville, et elle travaille régulièrement tard avec une fréquence croissante, en particulier depuis sa promotion au poste d'associé principal et son acquisition ultérieure de ses costumes exorbitants qui coûtent plus que mes revenus mensuels. Madame Voss suit mon regard lorsqu'il se tourne vers le téléphone. Le mariage est semblable à une maison, mon cher. Lorsque les fondations commencent à présenter des fissures, on peut soit entreprendre les réparations nécessaires, soit observer passivement son effondrement. Mais que faire si l'autre personne manie activement le marteau-piqueur ? Elle dépose un billet de $20 sur la facture de $6 et tapote doucement ma main avec des doigts qui ressemblent remarquablement à du papier vieilli. Parfois, la forme de rétribution la plus satisfaisante réside dans la construction de quelque chose de supérieur à partir des décombres qui en résultent. Je suis encore en train de ruminer sur cette profonde déclaration à mon retour à la maison, seulement pour découvrir que la voiture de Laura est absente et qu'une carte magnétique d'hôtel repose ostensiblement sur le comptoir de la cuisine à côté de son sac de sport. Le Marriott Downtown, chambre 412. Elle a dû la faire tomber par inadvertance en rassemblant ses affaires. Mes filles, Beth et Janie, âgées de 12 et 8 ans respectivement, dorment profondément à l'étage, chérissant encore la croyance naïve que leurs parents s'aiment profondément. Je désire préserver cette illusion aussi longtemps qu'il est humainement possible, mais les secrets possèdent une tendance insidieuse à dévorer les familles de l'intérieur. Je devrais aller me coucher. Je devrais feindre d'ignorer l'existence de la carte magnétique. Je devrais faire une confiance inébranlable à ma femme de 15 ans. Au lieu de cela, je saisis impulsivement mes clés. Le hall du Marriott respire une atmosphère de grandeur opulente, caractérisée par ses vastes surfaces en marbre et son éclairage tamisé, le genre d'établissement qui facture sans vergogne $20 pour un simple sandwich et qui encourage un sentiment de gratitude pour le simple privilège de le fréquenter. Je gare mon pick-up usé de l'autre côté de la rue et commence ma veille. À 00h30, je l'observe. Laura sort de l'ascenseur, vêtue de l'élégante robe noire que je lui ai offerte pour notre anniversaire l'année précédente. Elle n'est pas seule, cependant. Scott Brennan, le fils récemment divorcé de son employeur,
conduit une BMW dont le prix dépasse celui de la plupart des maisons. Approchant la quarantaine, il se distingue par des mèches argentées à ses tempes. Le genre d'individu qui s'asperge d'une eau de Cologne dont le prix au millilitre dépasse probablement mon salaire horaire. Il maintient une main possessive dans le bas de son dos, la guidant vers le bar comme s'il avait des droits de propriété sur elle. Je reste assis dans mon pick-up, mes mains crispées sur le volant avec une telle force que mes jointures prennent une teinte d'un blanc fantomatique. Une partie de moi nourrit un désir irrépressible de faire irruption à l'intérieur et de provoquer une scène de confrontation dramatique. Une autre partie de moi aspire à rentrer directement à la maison et à me convaincre que tout cet épisode ne s'est jamais produit. Cependant, il existe une troisième composante, plus sinistre, une voix sombre et insidieuse qui prend de plus en plus d'importance depuis l'effondrement de mon entreprise, depuis que j'ai commencé à me percevoir comme un étranger indésirable dans ma propre demeure. Cette voix ordonne, attends. Observe. Apprends. Et ainsi, j'obéis. Ils boivent des verres. Il rit. Scott touche son bras, son épaule, son visage. Laura se penche vers lui, comme si elle se noyait et qu'il représentait la seule bouée de sauvetage disponible dans l'immensité de l'océan. À 1h15 du matin, ils reprennent l'ascenseur ensemble. J'endure patiemment 1 heure de plus, puis je suis Scott jusqu'au parking. Sa BMW brille sous l'éclairage cru d'un néon, paraissant immaculée et parfaite. Je récupère ma clé de maison et la traîne délibérément le long du côté conducteur, laissant derrière moi une rayure profonde et indubitable qui s'étend du phare au feu arrière. Par la suite, je rédige une brève note au dos d'un reçu. J'espère qu'elle vaut la franchise. Mesquin? Indéniablement. Cependant, parfois, la mesquinerie constitue le seul recours qui reste. Le lendemain matin, Laura descend prendre son petit déjeuner, portant toujours les mêmes vêtements que la veille et rayonnant d'une aura de culpabilité indéniable. Elle dépose un baiser superficiel sur mon front comme si rien d'important ne s'était produit, prépare méthodiquement du café comme si elle n'avait pas passé toute la nuit à démanteler systématiquement notre mariage, une commande de room service extravagante à la fois. Comment s'est passé le travail? Je demande avec une nonchalance feinte. Oh, tu sais. L'affaire Henderson préoccupe tout le monde. Elle évite consciemment de croiser mon regard. Scott semble penser que nous pourrions avoir besoin d'y consacrer quelques heures ce week-end. Scott semble penser beaucoup de choses, n'est-ce pas? Maintenant, elle dirige son regard vers moi, et pendant un bref instant, j'aperçois une lueur d'appréhension traverser son visage. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Rien. Juste une conversation anodine. Cependant, ce n'est absolument pas rien, et nous en sommes tous les deux parfaitement conscients. Quelque chose de fondamental a irrévocablement changé entre nous. Une frontière invisible a été transgressée. Laura peut le sentir viscéralement, même si elle est incapable de l'articuler explicitement. Mon téléphone vibre une fois de plus, annonçant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. Quelqu'un a délibérément rayé ma voiture la nuit dernière. La sécurité de l'hôtel est en train de visionner les images de surveillance. Si vous avez des informations concernant cet incident, nous devrions en parler, Scott. J'affiche le message à Laura. Il semblerait que ton collègue ait rencontré quelques difficultés automobiles. Elle le lit 2 fois, son visage perdant progressivement de sa couleur. Jason, tu n'as pas fait ça. N'ai pas fait quoi? Délibérément rayer la voiture d'un trou du cul parce qu'il a une liaison clandestine avec ma femme. Je me verse une autre tasse de café, adoptant une attitude nonchalante. Ce serait parfaitement insensé, n'est-ce pas? Je veux dire, quelle forme de preuve irréfutable pourrais-je bien posséder pour étayer une telle accusation? Laura me fixe d'un regard comme si elle contemplait un parfait inconnu. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que moi aussi, j'ai subi une transformation similaire. Ce soir-là, elle m'envoie un SMS. Il faut qu'on parle. Maintenant. Laura souhaite se retrouver au Romano's. Le restaurant italien qui a servi de cadre à notre premier rendez-vous il y a 16 ans. Terrain neutre, dit-elle. Comme si nous étions en train de négocier un cessez-le-feu plutôt que de discuter de la dissolution imminente de notre mariage. Elle est déjà arrivée quand j'arrive au restaurant, assise dans une banquette isolée au coin, toujours vêtue de sa tenue professionnelle, le tailleur noir qui lui donne l'apparence de quelqu'un capable d'acquérir et de liquider tout l'établissement. Merci d'être venu, dit-elle alors que je me glisse sur le siège en face d'elle. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Ce n'est pas tous les jours que sa femme demande une réunion formelle pour délibérer sur sa liaison extra-conjugale.
Laura sursaute visiblement. Ce n'est pas le cas. C'est compliqué, Jason. Compliqué? Je lâche un rire dénué de toute gaieté véritable. Tu sais ce qui est compliqué? Tenter d'expliquer à nos filles pourquoi maman est perpétuellement absente de la maison. S'efforcer de payer les traites de l'hypothèque uniquement avec mon maigre salaire. Travailler comme cuisinier dans un boui-boui chez Frankie pendant que tu t'amuses à faire la poule avec Scott Brennan. Tu ne comprends tout simplement pas. Quand ton entreprise a fait faillite, quand nous avons tout perdu, absolument tout, tu as simplement abandonné. Tu as cessé de te battre pour nous, pour notre avenir commun. Je vois. Alors, c'est en quelque sorte de ma faute? Ce n'est pas ce que j'insinue. Alors qu'est-ce que tu essaies de me dire, Laura? Parce que, de mon point de vue actuel, il semble que tu aies unilatéralement décidé que notre mariage était un navire qui coulait à pic et que Scott représentait ton canot de sauvetage personnel. Elle tend la main au-dessus de la table, essayant de saisir la mienne. Je recule, évitant le contact. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais je ne peux plus maintenir la prétention que tout va bien. Je ne peux plus perpétuer une vie de duplicité. Vivre un mensonge. Je me penche en arrière contre la banquette, scrutant méticuleusement son visage. Elle est indéniablement belle, ma femme, elle l'a toujours été. Cependant, il y a maintenant une froideur indéniable dans ses yeux, quelque chose de résolument calculateur. Depuis combien de temps? Quoi? Depuis combien de temps tu couches avec lui, Jason? Depuis combien de temps, Laura? Elle baisse les yeux, concentrant son attention sur ses mains. 3 mois. 3 mois. Pendant que je faisais consciencieusement des doubles shifts pour sauver notre maison. Pendant que j'aidais Janie avec ses devoirs et que j'emmenais Beth à ses entraînements de foot. Pendant que j'essayais désespérément de maintenir notre famille ensemble avec rien de plus que du scotch et une détermination inébranlable. Je veux divorcer, dit-elle doucement. Je m'en doutais un peu. Et les filles? La garde partagée, naturellement. Cependant, je crois qu'il serait préférable que tu déménages. Juste temporairement, jusqu'à ce que nous puissions résoudre les détails les plus précis. Préférable pour qui, exactement? Pour tout le monde. Les filles commencent déjà à poser des questions. Cela engendrerait moins de confusion si papa disparaissait simplement pour que toi et Scott puissiez librement imiter une famille heureuse et conventionnelle. Ce n'est pas comme ça. Mais c'est précisément comme ça, et nous sommes tous les deux parfaitement conscients de la vérité. Laura a fait son choix définitif. Elle a opté pour l'homme qui a de l'argent et des perspectives d'avenir plutôt que pour l'homme qui avait autrefois le pouvoir de lui arracher des larmes de rire incontrôlables. Elle a choisi d'embrasser l'attrait de l'avenir plutôt que l'histoire commune du passé. J'aurai besoin de temps pour trouver un logement convenable, dis-je. Bien sûr. Prends tout le temps qu'il te faudra. Tout le temps qu'il me faudra. Quelle générosité. Quelle magnanimité de sa part de m'accorder tout le temps nécessaire pour rassembler les débris éparpillés de ma vie et les déménager dans un autre endroit, moins désirable. Cette nuit-là, je dors dans la chambre d'amis. Laura ne rentre pas avant minuit, et à son arrivée, elle exhale le parfum indéniable de l'eau de Cologne de Scott. Le matin, je commence la tâche ardue de chercher un appartement que je peux réalistement me permettre avec le maigre salaire d'un barman. Je trouve un studio situé au-dessus du magasin de bricolage sur Mill Street, le genre d'endroit où le système de chauffage est constamment en panne et où les voisins ont l'habitude de passer de la musique jusqu'à 3 heures du matin. Cependant, il sera à moi, ou du moins il le sera une fois que j'aurai réussi à accumuler le loyer du premier mois et une caution. Madame Voss entre chez Frankie ce mardi avec sa ponctualité habituelle. Elle commande son café noir, laissant invariablement un pourboire égal à 100% de la note. Cependant, ce soir, elle semble sensiblement différente. Plus fragile, en quelque sorte. Vous avez l'air fatigué, mon cher, observe-t-elle. Ma femme veut divorcer. Je déménage ce week-end. Je suis extrêmement désolé d'apprendre cela. Les fins ne sont jamais faciles, même quand elles sont jugées nécessaires. Elle remue pensivement son café. Vous savez, j'ai été marié une fois, il y a longtemps. C'était un homme admirable, mon Harald. Il travaillait dans la construction. Tout comme vous le faisiez autrefois. Qu'est-il devenu? Un cancer. Il l'a emporté rapidement. Ce qui était, je suppose, une sorte de miséricorde. Elle lève les yeux vers moi avec ses yeux perçants. Mais avant Harald,
il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un que j'aimais de tout mon être. Sa famille me désapprouvait, me jugeant indigne de leur fils. Ils nous ont séparés de force, l'envoyant loin. Il a épousé une autre femme, a eu des enfants. J'ai appris son décès il y a quelques années. Je suis désolé, dis-je. Ne le soyez pas. C'est juste la vie, n'est-ce pas? Nous prenons nos décisions, et ensuite, nous en subissons les conséquences. Elle finit son café et se lève pour partir. Parfois, les personnes qui nous infligent le plus de souffrance sont celles qui, en fin de compte, nourrissent les regrets les plus profonds. Ce week-end-là, je déménage dans mon nouvel appartement. Beth et Janie m'aident à porter les cartons, leurs visages sont graves et déconcertés. Elles ne comprennent pas pourquoi papa doit désormais vivre ailleurs, pourquoi maman pleure quand elle se croit hors de vue. Est-ce à cause de nous, demande Beth tandis que nous installons ma nouvelle chambre. Non, ma chérie. C'est parce que les adultes font parfois des erreurs. Et parfois, ces erreurs engendrent des conséquences. Est-ce que maman et toi allez divorcer? Je pourrais inventer un mensonge. Je pourrais lui assurer que tout va s'arranger, que ce n'est que temporaire. Mais Beth a 12 ans, elle est assez mûre pour déceler les mensonges arrangeants. Oui, c'est probable. Elle hoche la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. Est-ce que tu seras toujours notre papa? Toujours. Quoi qu'il se passe entre ta mère et moi, Janie et toi resterez invariablement la plus belle réussite de ma vie. Ce soir-là, seul dans mon nouvel appartement, je me suis affalé sur mon canapé de seconde main et j'ai bu une bière qui avait le goût de l'échec. À travers les murs fins, j'entends mes voisins se disputer à propos d'argent, à propos de celui qui a oublié de payer la facture d'électricité, à propos de toutes ces petites trahisons qui s'accumulent pour former une vie. Mon téléphone vibre. Un SMS de Laura. Les filles demandent quand est-ce que tu rentres à la maison. Que dois-je leur dire? Je commence à taper une douzaine de réponses différentes, et je les efface toutes. Finalement, je me décide pour « dis-leur la vérité ». Mais qu'est-ce que la vérité? Que leur mère a succombé à une passion pour un autre homme? Que leur père n'a pas eu la force de maintenir sa famille unie? Que parfois, l'amour ne suffit pas? Que parfois, les gens changent? Que parfois, le conte de fées se termine avec tout le monde qui part dans des directions différentes? La vérité, c'est que, je ne sais plus ce qu'est la vérité. 3 semaines après avoir entamé ma nouvelle existence de père à mi-temps et d'échec à plein temps, Laura et Scott font leur début public à la fête de la science de l'école de Beth. Ils entrent ensemble, la main de Scott dans le dos de Laura, tous deux souriant comme s'ils posaient pour un magazine sur les couples heureux. Je suis posté près de la table des rafraîchissements, en train de servir du punch et d'essayer de me fondre dans le décor quand ils font leur entrée. Toutes les conversations dans la pièce s'arrêtent. Tous les regards se tournent dans leur direction. Laura Mitchell, fraîchement séparée, avec son nouveau petit ami, les commérages de Millbrook Elementary commencent à fonctionner à plein régime. Jason Scott s'approche de moi, la main tendue, comme si nous étions de vieux amis qui se retrouvaient à une réunion. Ravi de te voir. J'observe sa main, puis son visage. Il a ce sourire appris, celui qui conclut probablement des affaires à $1 million et charme les jurys. Mais il y a quelque chose d'appréhensif dans ses yeux, quelque chose qui me dit qu'il se souvient de la voiture rayée, qu'il se souvient de mon message. Scott. Je ne serre pas sa main. Comment va la BMW? Son sourire vacille imperceptiblement. Elle est réparée. L'assurance a couvert la plus grande partie des frais. C'est une chance. Je détesterais voir la fierté et la joie d'un homme endommagé. Laura apparaît à son coude, vêtue d'une robe qui coûte plus cher que mon loyer mensuel. Jason, tu as l'air. Elle cherche le mot juste. Fatigué. Travailler à 2 emplois fait toujours ça. Mais je suis certain que tu n'en as aucune idée. La pique atteint sa cible. Le visage de Laura rougit et elle regarde autour d'elle pour voir qui pourrait écouter. Tout le monde. Il se trouve que les parents de Millbrook Elementary ont droit à un beau spectacle ce soir. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur les enfants, dit Scott avec diplomatie. Excellente idée. Où sont-ils, d'ailleurs? Ah oui, c'est vrai. Ils sont avec moi un week-end sur 2 et le mercredi soir. Le reste du temps, ils sont avec maman et son ami. Maintenant, Scott commence à s'énerver. Bien. Écoute, Jason, je comprends que ce soit difficile pour toi. Difficile?
Je ris assez fort pour que les têtes se tournent. Tu crois que c'est difficile? Scott, tu n'as aucune idée de ce que difficile veut dire. Difficile, c'est expliquer à ta fille de 8 ans pourquoi maman ne vit plus avec papa. Difficile, c'est travailler dans un bar miteux pour payer une pension alimentaire pendant que ta femme se pavane avec l'homme qui a aidé à détruire ton mariage. Ça suffit. La voix de Laura est tranchante, embarrassée. Tu es en train de faire une scène. Est-ce que c'est moi? Parce qu'il me semble que c'est vous deux qui avez orchestré la scène. Je ne fais que la commenter. Beth apparaît à mes côtés, tirant sur ma manche. Papa, les gens nous regardent. Je baisse les yeux sur ma fille, j'observe l'inquiétude dans ses yeux, et soudain, j'ai honte. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Tu as raison, ma chérie. Examinons ton projet. Alors que nous partons, j'entends Scott dire à Laura, peut-être devrions-nous y aller. Mais ils ne partent pas. Ils restent pendant toute la durée de l'événement, incarnant le couple heureux, acceptant les félicitations de personnes qui ignorent la totalité de l'histoire. Et je reste aussi, incarnant l'ex-mari magnanime, feignant que mon cœur ne se brise pas à chaque fois que je les observe ensemble. Plus tard dans la soirée, Frankie me découvre assis au bar après la fermeture, sirotant un whisky et contemplant le vide. Soirée difficile, me demande-t-il. Frankie DeMarco a 72 ans et possède cet établissement depuis 40 ans. Il a vu toutes les formes de misère humaine franchir ses portes, et il possède la sagesse qui émane de l'observation des gens au plus bas et, malgré tout, de la croyance en leur capacité d'amélioration. On pourrait dire ça. Tu veux en parler? Alors, je lui raconte la foire scientifique, Laura et Scott, la façon dont tout le monde me regardait comme si j'étais le pauvre du quartier. Frankie écoute sans jugement, remplissant mon verre de temps en temps. Tu sais quel est ton problème, Jason? Éclaire-moi. Tu te bats leur bataille. Ils veulent que tu sois l'ex-mari aigri, celui qui n'arrive pas à tourner la page. Chaque fois que tu mords à l'hameçon, chaque fois que tu fais une scène, tu joues le rôle qu'ils t'ont écrit. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Simplement sourire et faire coucou pendant qu'ils démantèlent tout ce que j'ai travaillé à construire? Non, tu es censé écrire ta propre histoire. Frankie se penche au-dessus du bar, le regard sincère. Tu veux les vaincre? Arrête de jouer en défense, commence à jouer en attaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arrêter de réagir à leurs actions et commencer à les faire réagir à tes actions. Ça veut dire se rappeler que la meilleure vengeance n'est pas de se mettre en colère, c'est d'atteindre la parité. Je médite là-dessus en rentrant chez moi à travers les rues désertes de Millbrook. Les anciennes filatures se dressent contre le ciel nocturne comme des géants endormis, des rappels d'une époque où cette ville avait de l'importance, où les gens construisaient des choses qui duraient. Maintenant, ce ne sont que des chaînes de magasins et de la restauration rapide, et des gens comme Scott Brennan qui gagnent leur vie en transférant l'argent des autres. Mais peut-être que Frankie a raison. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être la victime de cette histoire et de commencer à en être l'auteur. Madame Voss ne vient pas pour son café du mardi, ni le mardi suivant. Je me renseigne, mais personne ne semble être au courant. La maison victorienne de Elm Street est sombre et tranquille, des journaux s'accumulant sur le porche. Jeudi, un homme en costume coûteux entre chez Frankie pendant le coup de feu du déjeuner. Il a l'air de quelqu'un qui facture à l'heure et n'a jamais à se soucier de payer son loyer. Vous êtes Jason Mitchell, me demande-t-il. Ça dépend de qui pose la question. Il me tend une carte de visite. Richard Caldwell, avocat de la succession d'Eleanor Voss. Je dois vous parler en privé. Mon sang se glace. Elle est. Je crains que Madame Voss ne soit décédée dans son sommeil mardi soir. Je suis désolé pour votre perte. Je la connaissais depuis moins de 6 mois, mais la nouvelle m'affecte plus profondément que je ne l'avais prévu. Elle était la seule personne dans ma vie qui semblait percevoir quelque chose en moi qui méritait d'être sauvée. De quoi vouliez-vous parler? Peut-être pourrions-nous sortir. Nous nous asseyons dans sa Mercedes, la climatisation en marche, de la musique classique jouant doucement. Caldwell ouvre une mallette et en extrait un dossier épais. Madame Voss a laissé des instructions spécifiques concernant sa succession. La maison, les placements, les œuvres d'art? Tout vous a été légué, monsieur Mitchell. Je le fixe. C'est impossible. Je la connaissais à peine. Selon son testament, vous lui rappeliez quelqu'un de très important pour elle. Quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. Il me tend une enveloppe scellée.
Elle souhaitait que vous ayez ceci. À l'intérieur de l'enveloppe se trouve une photographie et une lettre. La photographie représente un jeune homme en vêtements de travail debout à côté d'une maison à moitié construite. Il a les cheveux noirs, des épaules larges et une mâchoire obstinée. Il me ressemble étrangement. La lettre est écrite de la main méticuleuse de Madame Voss. Cher Jason, si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et que tu es probablement très confus. L'homme sur la photographie est Thomas Mitchell, ton grand-père. Nous étions fiancés en 1952. Cependant, sa famille désapprouvait notre relation. Ils l'ont envoyé loin, lui faisant croire que j'avais épousé quelqu'un d'autre. Je ne l'ai plus jamais revu. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé en Californie, s'était marié et avait eu des enfants. Ton père était l'un de ses enfants. Thomas est décédé il y a 5 ans, mais je suis resté au courant de sa famille. Quand vous avez déménagé à Millbrook, je vous ai immédiatement reconnu. Vous avez ses yeux, son entêtement, son bon cœur. Je n'ai jamais eu d'enfant. Harald et moi avons essayé pendant des années, mais ce n'était pas écrit. C'est pourquoi je vous lègue tout. Au petit-fils du seul homme que j'ai jamais vraiment aimé. Utilisez-le à bon escient. Utilisez-le pour construire quelque chose de supérieur à partir des débris de ce qui existait auparavant. Avec tout mon amour, Eleanor. Caldwell m'observe lire, son expression soigneusement neutre. La valeur de la succession est d'environ 43 millions de dollars. La maison à elle seule vaut 8 millions de dollars. Il y a aussi des actions, des obligations, des œuvres d'art et une somme d'argent considérable. 43 millions de dollars. Je gagne 18 000 dollars par an à faire des hamburgers et à nettoyer les tables. Cela représente plus de capital que je ne pourrais jamais dépenser en 10 vies. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, affirma-t-il. Madame Voss était extrêmement précise. Elle a également fourni des directives pour le transfert des actifs. Tout devrait vous être accessible dans les 30 jours. Je reste assis dans sa Mercedes, serrant la photo de mon grand-père, essayant de comprendre les implications de cette révélation. Hier, j'étais Jason Mitchell, un entrepreneur raté, un père divorcé et un barman à temps partiel. Aujourd'hui, je suis Jason Mitchell, un millionnaire. Pourtant, je ne me confie à personne. Ni à Laura, ni à mes filles, pas même à Frankie. Je retourne à mon travail, à mon appartement délabré, à mon existence banale comme si rien ne s'était passé. Parce qu'en réalité, rien n'a encore changé. Pas encore, du moins. Mais cela arrivera inévitablement. Oh, cela arrivera très certainement. Ce soir-là, je suis allongé dans mon lit, regardant le plafond, élaborant des plans pour la première fois depuis que mon entreprise s'est effondrée, depuis que Laura a entamé la procédure de divorce, depuis que ma vie s'est désintégrée. J'éprouve une sensation que j'avais presque oubliée, l'espoir. Mais pas l'espoir passif qui anticipe une amélioration. Plutôt l'espoir actif qui conçoit l'amélioration. Le genre d'espoir qui construit quelque chose de nouveau à partir des vestiges de quelque chose d'ancien. Le genre d'espoir qui exige réparation. La première action que j'entreprends avec ma nouvelle richesse est l'inaction. Pendant 15 jours, je continue à travailler chez Frankie, je continue à vivre dans mon misérable appartement et je maintiens la façade d'un ex-mari malchanceux. Cependant, ma perception de Laura et Scott a subi une transformation. Je suis maintenant en train d'observer méticuleusement. Le programme de Laura est prévisible. La salle de sport à 6 heures du matin. Le bureau à 8 heures. Déjeuner dans ce bistrot ostentatoire de la rue Main. Retour au bureau jusqu'à 6 ou 7 heures, suivi soit d'un retour à la maison auprès des filles, soit d'une sortie avec Scott. Les week-ends sont consacrés à Scott, sauf les occasions où elle a la garde des filles, ce qu'elle aborde comme une obligation plutôt que comme une source de joie. La routine de Scott est encore plus monotone. Il conduit sa BMW de remplacement jusqu'à la même salle de sport que Laura, fait de l'exercice pendant exactement 45 minutes, puis se rend à son bureau au sein du cabinet d'avocat de son père. Déjeuner au country club, retour au bureau, suivi soit de boissons avec des clients, soit de temps passé avec Laura. Il possède un condominium dans le quartier de l'ancienne usine reconvertie, le type de résidence qui crie à la crise de la quarantaine avec ses briques apparentes et ses installations industrielles. Je commence à les suivre. Pas précisément à les traquer, simplement à les observer. À discerner leurs habitudes, leurs vulnérabilités, leurs points de pression. Et je découvre quelque chose d'intrigant, ils ne sont pas aussi heureux qu'ils le prétendent.
Je suis assis dans mon camion devant la salle de sport un matin quand je les vois se disputer. Laura sort en trombe. Scott la poursuit, lui saisissant le bras. Elle se dégage, monte dans sa voiture et s'en va. Scott reste sur le parking, ressemblant à un homme qui vient de comprendre que son trophée pourrait être plus problématique qu'il ne le vaut. Cet après-midi, j'exécute ma première manœuvre. J'entre chez Brennan, Kessler et associés, vêtu de ma plus belle chemise et de mon unique cravate. La réceptionniste, une jeune femme aux yeux blasés et aux ongles impeccables, me remarque à peine. Je suis ici pour voir Scott Brennan, annoncai-je. Avez-vous un rendez-vous? Informez-le que Jason Mitchell est là. Il va me recevoir. 5 minutes plus tard, Scott se matérialise dans le hall. Il est vêtu d'un costume à $1000 et arbore un visage anxieux. Jason. C'est inattendu. J'étais dans le coin. J'ai pensé qu'on devrait discuter. Il me conduit à son bureau, qui est rempli d'acajou et de cuir et de larges fenêtres donnant sur le paysage urbain. Le genre de bureau qui proclame « Je suis important » dans une douzaine de langues différentes. « Que puis-je faire pour vous ?» demande-t-il, s'installant derrière son bureau. « Vous pouvez cesser de coucher avec ma femme. » Le teint de Scott vire au rouge cramoisi. Ex-femme. Et ce que Laura et moi faisons ne vous regarde pas, en réalité, si, ça me regarde. Vous voyez, Laura et moi ne sommes pas encore divorcés. Nous sommes séparés. Ce qui signifie qu'elle est toujours légalement ma femme. Et vous êtes toujours l'individu qui entretient des relations sexuelles avec elle depuis 4 mois. Je ne sais pas ce que vous attendez que je dise. Je n'attends aucune déclaration de votre part. Je veux votre attention. Je me penche en avant sur ma chaise. Je suis au courant des réservations d'hôtel. Je suis au courant des excursions du week-end. Je suis au courant de la carte de crédit que vous lui avez offerte, celle qu'elle utilise pour acheter des vêtements et des bijoux et tous les autres accessoires qui la font se sentir spéciale. Le visage de Scott est passé du cramoisi au livide. Comment le savez-vous? Parce que je suis observateur, Scott. Parce que pendant que vous simuliez la vie de famille, j'observais, j'apprenais, je prenais des notes. Que voulez-vous? Pour l'instant, rien. Cependant, cela pourrait changer. Vous voyez, je ne suis plus la même personne qu'il y a 6 mois. Je ne suis plus l'entrepreneur délabré qui était reconnaissant pour les miettes qui tombaient de votre table. Je suis quelque chose de différent maintenant. Quelque chose dont vous devriez vous inquiéter. Je me lève, ajuste ma cravate. Transmettez mes amitiés à Laura. Dites-lui bonjour de ma part. Et ce soir-là, Laura m'appelle. Elle est furieuse, ce qui est précisément mon intention. Qu'est-ce que tu as raconté à Scott, bon sang? Nous avons simplement eu une conversation amicale. Pourquoi? Il a dit que tu l'avais menacé. Ah bon? Je ne me souviens pas avoir menacé qui que ce soit. J'ai simplement expliqué comment les choses allaient se dérouler désormais, Jason. Quoi que tu penses accomplir. Je ne pense rien, Laura. J'accomplis. Il y a une différence. Elle raccroche. 20 minutes plus tard, elle rappelle. Je veux te voir ce soir. Je travaille après le travail. Alors ça ne peut pas attendre. Nous nous retrouvons sur le parking derrière chez Frankie. La voiture de Laura est une nouvelle Lexus, ostensiblement un cadeau de Scott. Elle sort, vêtue d'un jean et d'un pull, les cheveux attachés, sans maquillage. Elle paraît plus jeune ainsi, plus proche de la femme que j'ai épousée. Il faut que tu arrêtes ça, me supplie-t-elle. Arrêter quoi? Le jeu auquel tu joues. Scott envisage de demander une ordonnance restrictive. Sur quelle base? Je ne l'ai pas menacé. Je ne l'ai pas touché. J'ai juste eu une conversation. Tu lui fais peur. Tant mieux. Peut-être qu'il devrait avoir peur. Peut-être que tu devrais avoir peur, toi aussi. Laura me regarde comme si elle voyait un étranger. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est toi qui m'es arrivé. Toi et Scott et tout ce foutu bazar que vous avez créé. Tu veux savoir ce qui m'est arrivé? Je me suis réveillé. J'ai réalisé qu'être l'homme vertueux, être l'ex-mari compréhensif, être l'homme supérieur, tout ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est la victoire. Ce n'est pas un jeu, Jason. C'est notre vie. La vie des filles.
tu aurais dû y penser avant d'avoir des relations sexuelles avec le fils de ton supérieur. Elle me gifle violemment. Le bruit résonne contre les murs de briques de la ruelle. Je touche ma joue, souris. Ça va mieux? Je te déteste. Non, tu ne me détestes pas. Tu te détestes toi-même. Tu détestes ce que tu es devenu. Tu détestes avoir jeté à la poubelle 15 ans de mariage pour un type qui conduit une BMW et porte des costumes chers. Tu détestes de savoir au fond de toi que tu as fait une erreur. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois que Scott t'a fait rire? Un vrai rire, pas ce rire social artificiel que tu laisses échapper aux soirées? À quand remonte la dernière fois qu'il t'a serré dans ses bras quand tu avais peur? Ou qu'il est resté éveillé toute la nuit quand l'une des filles était malade? Ou qu'il t'a fait sentir comme si tu étais la personne la plus importante au monde? Les yeux de Laura se remplissent de larmes. Pendant un bref instant, je revois la femme dont je suis tombé amoureux. La femme qui dansait dans la cuisine en préparant le dîner. Qui glissait de petits mots dans ma boîte à lunch. C'est trop tard, murmure-t-elle. Peut-être. Mais il n'est pas obligé d'être trop tard pour les filles. Il n'est pas obligé d'être trop tard pour que tu fasses ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu te souviennes de qui tu étais. Avant la richesse. Avant Scott. Avant que tu décides que le bonheur ne suffisait pas, elle essuie ses yeux, redresse ses épaules. Le moment de vulnérabilité se dissipe. Je ne peux pas revenir en arrière, Jason. Je ne reviendrai pas en arrière. Alors notre conversation est terminée. Elle monte dans sa voiture et s'en va, me laissant seul dans la ruelle avec ma colère et mes plans et mes 43 millions de dollars dont elle ignore encore l'existence. Mais elle le saura. Bientôt. Elle le saura. L'appel se matérialise un mercredi matin, alors que j'ouvre Frankie S. Richard Caldwell, l'avocat de Madame Voss, semble euphorique. La succession a été réglée, Monsieur Mitchell. Tous les actifs ont été transférés à votre nom. Vous êtes officiellement une personne très fortunée. Fortunée à quel point? Le compte final s'élève à 47 millions de dollars. Certains des investissements de Madame Voss ont été plus fructueux que prévu. 47 millions de dollars. Je suis le propriétaire de la demeure victorienne sur Elm Street, d'un portefeuille d'actions et d'obligations, de 3 immeubles locatifs, et je dispose de suffisamment de capital pour acheter et vendre la moitié des habitants de cette ville. Il y a une autre question. Caldwell précise que Madame Voss a laissé des instructions explicites concernant la discrétion. Elle était extrêmement soucieuse des individus qui pourraient chercher à exploiter votre bonne fortune. Elle suggérait que vous gardiez cette information confidentielle jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser stratégiquement. Une femme astucieuse. Même depuis l'au-delà. Cet après-midi-là, je conduis jusqu'à Elm Street et fais le tour de ma nouvelle résidence. C'est comme entrer dans un musée. Parquet d'origine, lustre en cristal, peinture à l'huile qui valent probablement plus que ce que la majorité des gens gagnent en un an. Madame Voss avait un goût exquis et les moyens financiers de s'y adonner. Dans la chambre principale, je découvre un coffre-fort caché derrière un portrait de mon grand-père. À l'intérieur, il y a d'autres photographies, des lettres et un journal que Madame Voss a tenu pendant 60 ans. Je passe des heures à parcourir sa vie, ses regrets, ses rêves. Elle n'a jamais cessé d'aimer Thomas Mitchell. Mon grand-père n'a jamais cessé de penser à ce qui aurait pu être. La dernière entrée est datée d'une semaine avant son décès. J'ai observé Jason au restaurant ce soir. Il ressemblait tellement à Thomas à cet âge. Si perdu et en colère. Sa femme le détruit de la même manière que la famille de Thomas nous a détruits. Mais Jason possède quelque chose que Thomas n'avait pas. Il a l'occasion de se venger. J'espère qu'il la saisira. J'espère qu'il les obligera à expier leurs transgressions. Je ferme le journal et examine la pièce qui est maintenant la mienne. Madame Voss souhaitait que j'aie cette opportunité, ce pouvoir. Elle souhaitait que je réussisse là où mon grand-père a échoué. Je ne la décevrai pas. Ce soir-là, je travaille à Frankie S. quand Scott entre. Il est inquiet, jetant constamment des regards autour de lui comme s'il s'attendait à une embuscade. Il s'installe au bout du bar, commande un scotch. Ne dis rien pendant 10 minutes. Finalement, nous devons parler. Je travaille. Après la fermeture, alors. Je ne pense pas. Scott, toi et moi, nous n'avons plus rien à débattre. Au contraire, je crois que si.
Il sort son téléphone, montrant une photographie. Elle te représente, assis dans ton camion, à côté de mon immeuble. C'est du harcèlement, Jason, un délit punissable. J'examine attentivement l'image, puis je fixe Scott. Est-ce votre véhicule? Quoi? Le camion représenté sur la photo. Vous appartient-il? Non, il. Alors, comment pouvez-vous affirmer que c'est moi? Cela pourrait être n'importe qui occupant ce camion. Peut-être que c'est un détective privé. Peut-être quelqu'un à qui vous êtes redevable. Il pourrait même s'agir d'une personne dont vous séduisez la femme. Le visage de Scott devint rouge écarlate. Je vous lance un avertissement. Vous me lancez un avertissement? Je répondis avec un rire moqueur. Scott, vous n'avez aucune idée de la personne à laquelle vous vous attaquez. Me prenez-vous pour une espèce de clochard démuni qui va simplement capituler et vous laisser usurper ma famille? Croyez-vous que je vais simplement disparaître, vous permettant, à vous et à Laura, de vivre dans un bonheur perpétuel? Ce que je vois, c'est que vous êtes un homme pathétique, aigri, incapable d'accepter la dissolution de son mariage. Je me suis versé une boisson avec nonchalance, savourant l'instant. Vous savez ce qui est amusant, Scott? Vous avez l'illusion que vous allez gagner. Vous croyez avoir remporté le gros lot. Cependant, Laura n'est pas un prix à gagner. C'est une femme qui a jeté 15 ans de mariage par ennui. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle ne reproduira pas ce schéma avec vous? Parce que je peux lui offrir des choses que vous ne pourriez jamais. Comme la richesse. Le statut. Une BMW. Je secoue la tête. Vous ne lui offrez rien, Scott. Vous ne faites que lui acheter son affection. Il y a une nuance. Au moins, j'ai les moyens financiers de l'acquérir. Que pouvez-vous lui offrir? Une vie de labeur et de subsistance. Vous pourriez être surpris de ce que je suis capable d'offrir. Quelque chose dans mon intonation l'a fait s'arrêter. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Cela signifie que les circonstances sont en train de changer, Scott. Les gens évoluent. Les situations se transforment. La personne que vous pensez affronter n'existe plus. Scott vida son verre, laissant $20 sur le comptoir. Reste loin de moi, Jason. Reste loin de Laura, et reste loin de mon immeuble. Ou quoi? Où vous découvrirez les conséquences de vous mêler à des individus qui détiennent un pouvoir véritable. Après son départ, Frankie s'approcha et commença à essuyer les verres. Un ami à vous, demanda-t-il. Quelque chose dans le genre. Il a l'air agité. Il a toutes les raisons de l'être. Le lendemain matin, j'ai téléphoné à une détective privée nommée Maria Santos. Elle est réputée pour être chère, discrète et exceptionnellement compétente dans son domaine. Je l'ai engagée pour enquêter sur la vie de Scott Brennan, ses finances, son passé. Si je veux le démanteler, j'ai besoin d'une connaissance exhaustive. 3 jours plus tard, elle m'a rappelé. J'ai des informations pour vous. Scott cache des secrets intéressants, révéla-t-elle. Seriez-vous disponible pour une rencontre? Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville. Maria a fait glisser un dossier volumineux sur la table. Scott Brennan, 46 ans, divorcé, avec un enfant qu'il ne reconnaît jamais. Il est aux prises avec une addiction au jeu. Il est redevable à des individus peu recommandables. Il a détourné des fonds des comptes clients pour éponger ses dettes. Son père n'est pas au courant, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne découvre la vérité. De quelle somme parle-t-on? Environ $200 000 jusqu'à présent. Il est doué pour dissimuler ses actions, mais pas exceptionnellement. J'ai parcouru le dossier. Relevés bancaires, reçus de casino, photographies montrant Scott lors de réunions clandestines avec des hommes qui semblent capables d'infliger des lésions corporelles graves. Il y a plus, ajouta Maria. Il a été marié à 3 reprises. Sa première femme a divorcé pour infidélité. Sa deuxième femme a divorcé à cause de ses habitudes de jeu. Sa troisième femme a divorcé pour les 2. Qu'en est-il de Laura? Est-elle au courant de tout cela? Peu probable. Il a été méticuleux pour maintenir une séparation entre ses problèmes personnels et sa relation avec elle. J'ai fermé le dossier. Considérez les implications de ceci. Scott Brennan n'est pas l'homme prospère et stable que Laura croit acquérir. C'est un imposteur, un voleur et un joueur compulsif au bord du gouffre. Cependant,
je m'abstiendrai de divulguer ces informations à Laura, du moins pour le moment. Dans un premier temps, je vais permettre à Scott de s'enliser davantage dans sa situation. Ensuite, je l'enterrerai dans l'abîme qu'il a créé. Excellent travail, dis-je à Maria. Maintenez la surveillance sur lui. J'ai besoin d'une connaissance exhaustive de ses actions, de ses interactions, de chaque manœuvre qu'il exécute. Cette entreprise sera coûteuse. J'ai esquissé un sourire. Ne vous souciez pas de l'aspect financier. Je peux facilement me le permettre. 2 semaines plus tard, la situation a atteint son point culminant lors du match de soccer de Beth. C'était un resplendissant samedi matin, le genre de journée qui inspire la foi en les deuxièmes chances et les nouveaux départs. Laura et Scott étaient assis ensemble dans les gradins, incarnant le couple heureux par excellence pour le bénéfice des autres parents. Je me tenais sur la ligne de touche, encourageant bruyamment Beth, lorsque j'ai entendu la voix de Scott derrière moi. « Belle assistance », fit-il remarquer. Je me suis retourné pour lui faire face. Il était vêtu d'un pantalon kaki et d'un polo, essayant d'imiter l'archétype du père de banlieue. Cependant, je pouvais discerner la tension dans ses yeux, le léger tremblement de ses mains lorsqu'il se croyait inobservé. Les dettes de jeu faisaient des ravages. Oui. Beth tire une immense joie d'avoir un public qui l'observe jouer. C'est une enfant exceptionnelle. Vos 2 filles le sont. En effet, elles le sont. Je serais prêt à faire n'importe quel sacrifice pour leur bien-être. Je suis certain que vous le feriez. Scott s'est approché, baissant la voix. Écoute, Jason, je crois qu'on a commencé du mauvais pied. Laura et moi sommes sérieux au sujet de notre relation. Ce n'est pas une simple passade. Nous envisageons de nous marier une fois votre divorce prononcé. Marié, répondis-je en hochant la tête, feignant l'intérêt. Cela constitue un grand pas. Êtes-vous certain d'être prêt pour ce niveau d'engagement? Je veux dire, compte tenu de votre passé? Le visage de Scott s'est durci. Qu'est-ce que c'est censé impliquer? Rien. Simplement que le mariage implique une responsabilité substantielle. Une responsabilité financière. Êtes-vous certain de pouvoir gérer cet aspect correctement? Parce que, d'après ce que j'ai compris, vous avez des prédilections plutôt extravagantes. Scott avait maintenant l'air appréhensif. Je ne sais pas ce que vous prétendez savoir. Je suis au courant de votre dette envers Vincent Torino, d'un montant de 40 000 $. Je suis au courant que vous avez détourné des fonds des comptes clients pour régler vos obligations de jeu. Je suis au courant que votre père vous renierait s'il découvrait vos agissements. Le teint de Scott a pâli. Vous bluffez. Vraiment? Auriez-vous l'obligeance de vérifier la véracité de mes affirmations? J'ai sorti mon téléphone, affichant une photographie de lui quittant le casino du centre-ville. Ceci a été pris mardi soir dernier. Vous avez gaspillé 8 000 $ au blackjack, en utilisant des fonds que vous ne possédez pas. Comment avez-vous obtenu ces informations? Je vous l'ai déjà dit, Scott. Je ne suis plus la même personne qu'il y a 6 mois. Je ne suis plus l'entrepreneur fauché qui se contentait de maigres aumônes. Je suis quelqu'un que vous auriez dû éviter à tout prix. Scott a inspecté les environs, s'assurant que notre conversation restait privée. Quelles sont vos exigences? Je veux que vous disparaissiez. Je veux que vous mettiez fin à votre relation avec Laura. Abandonnez votre emploi, quittez cette ville. Je veux que vous vous retiriez de l'existence de ma famille. Et si je refuse? Alors votre père recevra un dossier de documents assez accablant illustrant votre détournement de fonds auprès de ses clients. Ensuite, Vincent Torino recevra un tuyau anonyme concernant votre localisation. Enfin, Laura aura l'opportunité d'observer la véritable nature de l'homme avec lequel elle a eu une relation intime. Scott me regardait comme s'il contemplait une entité monstrueuse. Peut-être l'était-il. Peut-être est-ce ce que j'étais devenu. Vous ne pouvez étayer aucune de ces accusations. Vraiment? Je lui ai présenté une autre photo, celle-ci le montrant lors d'une réunion avec l'un des collecteurs de dettes de Torino. Relevé bancaire, images de surveillance du casino, témoignages de témoins. Je possède tout, Scott. Absolument tout. C'est du chantage. Non, ce sont des conséquences. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vous devez en supporter les conséquences. Le match était terminé. L'équipe de Beth a remporté la victoire, et elle s'est précipitée pour m'embrasser. Laura et Scott se sont approchés, Laura avec un sourire, Scott ayant l'air sur le point de vomir.
Super match, ma chérie, s'est exclamée Laura en embrassant Beth. Nous sommes tous extrêmement fiers de toi. Merci, maman. Beth leva les yeux vers Scott. Tu as vu mon but? Oui, je l'ai vu. C'était magnifique. La voix de Scott semblait forcée, mais il a réussi à esquisser un sourire. Nous devrions fêter ça, a suggéré Laura. Peut-être déjeuner chez Romanoès? En fait, a interrompu Scott, je dois partir. Affaire professionnelle. Laura a semblé déçue. Un samedi? Affaire importante, tu comprends. Il a embrassé sa joue, a fait un signe de tête dans ma direction et est parti. J'ai observé son départ, conscient que c'était probablement la dernière fois que je le verrais à proximité de ma famille. Ce soir-là, Laura m'a contacté par téléphone. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Scott, a-t-elle révélé. Il se comporte étrangement depuis toute la semaine. Distant. Préoccupé par quelque chose. Peut-être qu'il a des remords. Concernant quoi? Concernant nous. Concernant le divorce. Concernant la dissolution d'une famille. Ce n'est pas l'explication. C'est autre chose. Quelque chose le tracasse. Je pourrais lui dire la vérité. Je pourrais élucider l'addiction au jeu, les dettes, les fonds détournés. Cependant, cela serait excessivement simple, excessivement rapide. Je voulais que Scott endure les souffrances que j'avais endurées. Je voulais qu'il se torde de douleur. Je suis sûr que ce n'est rien, l'ai-je rassuré. Scott est un adulte responsable. Il est capable de gérer ses propres affaires. Mais Scott est, en fait, incapable de gérer ses propres affaires. Au cours des jours suivants, j'ai assisté à sa désintégration progressive. Il a cessé de fréquenter la salle de sport. Il a commencé à consommer de l'alcool pendant le déjeuner. Il s'est emporté contre ses collègues, a négligé ses rendez-vous, a commis des erreurs. Laura l'a remarqué. Elle a commencé à poser des questions, cherchant des explications avec insistance. Scott est devenu défensif, puis irrité, puis désespéré. Jeudi soir, il m'a téléphoné. Nous devons nous rencontrer, m'a-t-il imploré. Non, nous ne devons pas. S'il vous plaît, je vous en supplie. Nous nous sommes réunis dans un bar situé à l'autre bout de la ville. Le genre d'établissement où l'identité de chacun reste anonyme et où les tribulations restent sans conséquence. Scott était déjà présent à mon arrivée, 3 verres d'avance sur moi et semblant complètement dévasté. Vous êtes en train de détruire ma vie, s'est-il lamenté. Non, Scott. Vous êtes l'architecte de votre propre destruction. Je ne fais que m'assurer que tout le monde en est informé. Quel est votre objectif? Une compensation financière? Je peux vous rémunérer. Avec quoi? Vous êtes ruiné. Pire que ruiné. Vous êtes endetté envers des individus qui infligent des blessures physiques pour gagner leur vie. Scott a enfoui son visage dans ses mains. Je n'ai jamais voulu que tout cela se produise. Quel aspect précisément? Détourner des fonds de vos clients. Gaspiller votre avenir au jeu? Ou séduire ma femme? Je l'aime. Non, vous ne l'aimez pas. Vous êtes épris de ce qu'elle représente. Le succès, la stabilité, un moyen de vous sortir de la situation que vous avez engendrée. Mais l'amour? Vous n'avez aucune compréhension du concept d'amour. Et vous? Je sais ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une tromperie. Ce n'est pas un vol. Ce n'est pas la destruction de la famille d'autrui simplement parce que vous n'avez pas la force de régler vos propres problèmes. Scott leva les yeux vers moi, son regard injecté de sang et rempli de désespoir. Et si je partais? Et si je mettais fin à ma relation avec Laura? Si je renonçais à mon emploi? Si je disparaissais complètement? Me laisseriez-vous alors en paix? Peut-être. Cela dépendra de la force de votre interprétation. Interprétation? Vous devez vous assurer que Laura croit que c'était sa propre volonté. Vous devez lui faire croire qu'elle est mieux sans vous. Êtes-vous capable d'accomplir cela? Scott acquiesça d'un air abattu. Quand? Rapidement. Ce week-end. Et Scott? Faites en sorte que ce soit convaincant. Bien. Parce que si vous tentez un retour, si vous envisagez même de la contacter à nouveau, je vous anéantirai complètement. Le lendemain soir, Laura m'appelle, bouleversée et en pleurs. Il a mis fin à notre relation, sanglote-t-elle.
Scott a mis fin à notre relation. Que s'est-il passé, demandai-je. Il a affirmé qu'il n'était pas prêt pour une relation engagée. Il a exprimé un besoin d'espace personnel, un désir de découvrir sa voie dans la vie. Il a déclaré que je méritais quelqu'un de mieux. Je suis désolé d'entendre ça, répondis-je. L'êtes-vous? Êtes-vous vraiment désolé? Ou êtes-vous content que votre stratagème ait réussi? Quel stratagème, demandai-je. N'affectez pas l'ignorance, Jason. Cela porte votre marque indubitable. Quelles actions avez-vous entreprises? Que lui avez-vous dit? Je n'ai rien eu à lui dire. Scott a révélé sa vraie nature de son propre chef. Je ne vous crois pas, rétorque-t-elle. Croyez ce que vous voulez, Laura. Mais posez-vous cette question, si Scott vous chérissait vraiment, s'il désirait authentiquement un avenir avec vous, une parole ou une action de ma part aurait-elle eu une quelconque importance, aurait-il capitulé avec une telle facilité? Elle raccroche, mais je sais qu'elle médite mes paroles. Elle se demande si, peut-être, elle a commis une erreur de jugement. 3 jours plus tard, Scott Brennan quitte la ville. Il présente sa démission du cabinet d'avocat de son père, liquide son appartement, rembourse autant de dettes impayées que possible et disparaît. J'apprends qu'il a déménagé en Floride, qu'il a trouvé un emploi dans un plus petit cabinet et qu'il a commencé à assister à des réunions des joueurs anonymes. Laura essaie de le contacter par téléphone, mais son numéro a été désactivé. Elle se rend à son appartement, seulement pour le découvrir vide. Elle se rend à son bureau, mais on lui dit qu'il est parti, sans laisser d'adresse. Elle a été abandonnée, et elle le reconnaît. L'homme pour qui elle a sacrifié son mariage, l'homme qu'elle imaginait comme son avenir, s'est avéré n'être qu'un lâche qui a fui à la première difficulté. Maintenant, elle se retrouve isolée, pas de mari, pas de petite amie, seulement 2 filles perplexes au milieu d'un amas de regrets. Mais je n'ai pas encore terminé mes efforts avec elle, loin de là. Avec le départ de Scott, Laura s'efforce de reconstruire son existence. Elle se plonge dans ses responsabilités professionnelles, consacre plus de temps à ses filles, et propose même que nous envisagions une thérapie conjugale. Mais il est trop tard pour de telles interventions. Le fondement de la confiance a été irrévocablement brisé, les dégâts ont été infligés. De plus, j'ai d'autres projets. Je commence à introduire de subtiles modifications dans mon style de vie, des vêtements de meilleure qualité, un camion plus moderne, de petites améliorations qui laissent entendre une amélioration de ma situation sans ostentation excessive. Quand on me questionne, j'attribue ces changements à une promotion chez Frankie S et à des travaux de bricolage supplémentaires. La vérité, cependant, est considérablement plus complexe. J'ai discrètement acquis la propriété de 3 bâtiments dans le centre-ville de Millbrook, y compris celui qui abrite le cabinet d'avocat de Laura. J'ai acheté des actions dans le country club où elle aime déjeuner. Je suis devenu, à l'insu de tous, un personnage important de l'économie locale. Néanmoins, je continue à vivre dans mon appartement délabré, à travailler chez Frankie S et à maintenir la façade d'un ancien conjoint malchanceux. C'est parce que la forme ultime de vengeance transcende la simple victoire, elle consiste à s'assurer que ses adversaires sont pleinement conscients de leur défaite. La première fissure dans la composure de Laura se manifeste lorsque son cabinet d'avocat rencontre des difficultés financières. Brennan, Kessler et associés sont aux prises avec des problèmes depuis le départ de Scott, et son père pose des questions inquiétantes concernant des fonds de clients non comptabilisés. Laura, en raison de son ancienne association avec Scott et de sa récente liaison, se retrouve sous une surveillance intense. Il me traite comme si j'étais complice de toutes les activités illicites dans lesquelles Scott était impliqué, me confie-t-elle lors d'une de nos rencontres café embarrassantes. Comme si j'avais connaissance de ses difficultés. En aviez-vous, lui demandai-je. Bien sûr que non. Si j'avais eu conscience de ses dettes de jeu et de ses détournements de fonds. Sa voix s'éteint, tandis que les implications la frappent de plein fouet. Mon Dieu, Jason, et si je l'avais épousé? Et si j'avais lié mon destin au sien de manière irrévocable? Mais vous ne l'avez pas fait. Parce qu'il m'a abandonné. Parce qu'il s'est enfui comme un lâche. Laura fixe sa tasse de café avec insistance. Vous étiez au courant, n'est-ce pas? Vous étiez conscient du genre d'individu qu'il était. J'avais des soupçons, concédai-je. Et vous avez négligé de m'en informer. Auriez-vous cru mes affirmations? Elle reste silencieuse pendant un long moment. Probablement pas. Certaines leçons doivent être acquises par une expérience pénible. La deuxième fissure se matérialise lorsque Laura prend conscience de son incapacité à maintenir le style de vie que Scott subventionnait, les dîners extravagants,
les vêtements de créateur, la voiture flambant neuve. Tout cela avait été financé avec des fonds que Scott ne possédait pas légitimement. Maintenant qu'il est parti, Laura est accablée d'obligations de cartes de crédit qu'elle est incapable d'honorer et d'un niveau de vie qu'elle est incapable de maintenir. Elle est contrainte de vendre la Lexus, de déménager dans un appartement plus petit et de fréquenter les magasins discount plutôt que les boutiques. Les femmes des autres avocats, qui lui avaient tendu une main amicale pendant sa relation avec Scott, se retrouvent soudainement sans temps pour répondre à ses appels. « Je me sens tellement idiote », avoue-t-elle lors d'une autre rencontre café. « Je croyais améliorer ma situation, m'assurer une existence supérieure, un avenir plus brillant. Mais tout était contrefait. Scott était contrefait. Tout n'était pas contrefait, répliquai-je. Que voulez-vous dire? Vous restez une avocate compétente. Vous restez une mère dévouée. Vous restez la femme dont je suis tombé amoureux, malgré toutes les erreurs. Laura me regarde avec une expression qui frôle l'espoir. Croyez-vous? Y a-t-il une possibilité que nous tentions une réconciliation? Peut-être procéder avec prudence, vérifier si nous pouvons reconstruire ce que nous avons partagé. C'est le moment que j'attendais patiemment, l'instant où Laura comprend l'ampleur de sa perte, où elle aspire à revenir, où elle est prête à implorer une autre chance. Je ne le crois pas, l'informai-je. Pourquoi pas? Parce que vous ne m'avez pas simplement trahi, Laura. Vous n'avez pas simplement eu une liaison extra-conjugale. Vous avez pris une décision délibérée. Vous avez évalué notre vie commune, nos 15 ans de mariage, nos 2 filles magnifiques, et vous avez déterminé que c'était insuffisant. Vous avez conclu que j'étais insuffisant. J'ai commis une erreur de jugement. Non, vous avez pris une décision. Et les décisions entraînent invariablement des conséquences. Laura se met à pleurer, pas les larmes raffinées et délicates d'une femme qui sait qu'elle a l'air attirante en pleurant, mais les sanglots laids et désespérés d'une personne qui a tout perdu et qui est parfaitement consciente que c'est dû à sa propre culpabilité. Je suis désolé, murmure-t-elle. Je suis tellement désolé. Je suis conscient de votre contrition. Mais le remords ne répare pas ce qui a été irrévocablement brisé. Le remords ne me rend pas les nuits que j'ai passées sans dormir à contempler mes prétendues lacunes. Le remords ne rend pas à nos filles leur famille intacte. Alors, quoi maintenant? Est-ce qu'on admet simplement notre défaite? Est-ce qu'on avance sur des chemins divergents? Nous avançons séparément, nous élevons les filles ensemble, nous restons courtois l'un envers l'autre, et nous construisons de nouvelles existences. Quel genre d'existence puis-je construire? J'ai 40 ans. Je suis sans le sou. Je suis une figure de ridicule dans cette ville. Tout le monde est au courant de mes transgressions, de ma liaison avec Scott. Alors peut-être est-il opportun de quitter la ville. Laura fixe son regard sur moi. Vous voulez que je parte? Je veux que vous suiviez le chemin qui vous rendra heureuse. Mais si rester ici implique un malheur perpétuel, si cela implique que les filles perçoivent leur mère comme un exemple à ne pas suivre, alors peut-être qu'un nouveau départ ailleurs serait plus bénéfique pour tout le monde. Ce soir-là, Laura me téléphone à la maison. J'ai réfléchi à vos paroles, commence-t-elle, abordant le sujet de quitter la ville. Et il y a un poste vacant à Portland, spécialisé en droit des sociétés. Un salaire convenable, une opportunité de recommencer à zéro. Je pourrais y emmener les filles, les protéger de tous ces ragots et de ce tumulte. Les filles vivent ici. Leurs amis vivent ici. Leur père vit ici. Vous pourriez nous rendre visite pendant les vacances et les vacances d'été. Nous pourrions faciliter ça. Non. Les filles restent ici, Laura, avec moi. Si tu souhaites t'enfuir et prendre un nouveau départ, c'est ton droit. Mais tu ne prendras pas mes filles. Ce sont mes filles aussi. Vraiment? Parce que, durant les 6 derniers mois, tu les as traitées comme de simples accessoires, des objets à exhiber quand cela t'arrangeait, des objets à ignorer quand tu avais des préoccupations plus importantes. C'est injuste. Vraiment? À quand remonte la dernière fois où tu as aidé Janie avec ses devoirs? À quand remonte la dernière fois où tu as assisté à un événement sportif de bête en l'absence de Scott? À quand remonte la dernière fois où tu as fait passer tes filles avant tes propres désirs et exigences? Laura reste silencieuse pendant un long moment. Enfin. Qu'est-ce que tu insinues, demande-t-elle. J'insinue que si tu souhaites quitter la ville, tu es libre de le faire. Mais les filles resteront avec moi, sous ma garde exclusive. Tu pourras leur rendre visite quand tu le souhaiteras, téléphoner quand tu le souhaiteras. Mais leur foyer est ici. Je ne peux pas simplement abandonner mes enfants.
Tu l'as déjà fait. Je ne fais que formaliser les choses. La procédure de divorce dure 3 mois. Laura se défend, mais son cœur n'est pas pleinement engagé dans la bataille. Elle est consciente qu'elle a perdu plus que son mariage, elle a perdu sa place dans la vie de ses filles, perdu leur respect et leur confiance. Le juge me confie la garde exclusive, Laura conservant un droit de visite. Elle accepte le poste à Portland, déménage et entame sa nouvelle vie. Elle téléphone aux filles chaque semaine, leur rend visite tous les quelques mois et leur envoie des cadeaux pour leurs anniversaires et Noël. Mais elle n'est plus leur mère, pas au sens authentique du terme. Elle est la femme qui a autrefois joué le rôle de leur mère, avant de décider que quelque chose d'autre était plus important. 6 mois après le déménagement de Laura à Portland, je finis par dire la vérité aux filles, mais pas concernant l'aventure, car elles sont trop jeunes pour comprendre de telles choses. Je leur révèle plutôt les détails de notre situation financière. Papa, dit Beth un soir pendant que nous dînons dans notre nouvelle maison, la demeure victorienne sur Elm Street dans laquelle j'ai enfin emménagé, comment pouvons-nous nous permettre tout ça? Janie scrute la salle à manger, avec son lustre en cristal et ses peintures à l'huile. Oui, et pourquoi n'avons-nous pas habité ici avant? Je pose ma fourchette sur la table et regarde mes filles. Ce sont des enfants formidables, des enfants intelligents, et elles méritent la vérité. Vous vous souvenez de Madame Voss, la vieille dame qui fréquentait Frankie S? Elle hoche la tête affirmativement. Elle est décédée l'année dernière et m'a légué une somme d'argent, une somme importante, suffisante pour acquérir cette résidence et subvenir à nos besoins pour le reste de nos vies. Pourquoi? Demande Janie. Parce que je lui rappelais quelqu'un qu'elle avait autrefois aimé, quelqu'un de sa famille. Est-ce qu'on est riche maintenant? S'enquiert Beth. Nous sommes financièrement à l'aise, mais cela ne change rien de fondamental. Vous êtes toujours obligés de faire vos devoirs, de maintenir la propreté de vos chambres et de faire preuve de respect envers les autres. L'argent ne vous rend pas intrinsèquement meilleur, il élargit simplement l'éventail de vos choix. Est-ce pour ça que maman est partie, parce qu'on n'avait pas d'argent? C'est la question que je redoutais, celle que je ne sais pas comment aborder sans endommager irrémédiablement leur relation avec leur mère. Votre mère est partie parce qu'elle était malheureuse. Elle pensait pouvoir trouver le bonheur ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Parfois, les adultes commettent des erreurs, de graves erreurs, et tout le monde est contraint d'en subir les conséquences. Elle te manque? Demande Janie. La femme qu'elle était autrefois me manque, la femme qui était votre mère avant qu'elle ne décide de devenir quelqu'un d'autre. Ce week-end-là, Laura arrive pour une visite. C'était étrange de l'observer dans une demeure qui aurait pu être la sienne, de la regarder s'efforcer de créer un lien avec des filles dont l'attitude était polie, mais distante. C'est un bel endroit, remarqua-t-elle pendant que je lui faisais visiter. Quand l'as-tu acheté? Il y a quelques mois, répondis-je. Ça a dû coûter une fortune. Comment as-tu? Elle s'interrompit, la compréhension se faisant jour dans ses yeux. Tu avais de l'argent quand nous divorcions, quand Scott et moi étions ensemble. Tu avais de l'argent? Oui. Combien? Assez. Et tu ne me l'as pas dit? Pourquoi l'aurais-je fait? Tu avais déjà pris ta décision. Tu avais décidé que j'étais un loser, que Scott était un meilleur choix. Quelle différence cela aurait-il fait? Laura s'affala dans l'un des fauteuils anciens situés dans le salon. Ça aurait tout changé. Vraiment? Ou aurais-tu simplement essayé d'en saisir la moitié pendant la procédure de divorce? Elle ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. Vous m'avez permis de me ridiculiser, lâcha-t-elle enfin. Vous m'avez laissé sacrifier notre mariage pour un homme qui s'est avéré n'être qu'une imposture, alors que depuis le début vous auriez pu. Aurait pu quoi? Vous racheter? Prouver que je méritais votre amour en étalant mes comptes en banque? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vraiment? Laura, si l'argent avait pu vous empêcher de me tromper, alors vous ne m'avez jamais aimé. Vous aimiez l'idée de la sécurité, du statut social, d'être prise en charge. Mais vous ne m'avez jamais aimé moi. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi êtes-vous parti? Pourquoi avez-vous choisi Scott plutôt que moi? Parce que je pensais qu'il pouvait m'offrir une vie meilleure. Voilà. Vous pensiez qu'il pouvait vous offrir quelque chose que je ne pouvais pas. Vous pensiez que l'amour n'était pas suffisant, que notre famille n'était pas suffisante, que je n'étais pas suffisant. Et vous savez quoi? Vous aviez raison. Je n'étais pas assez bien pour la femme que vous étiez devenue. Mais j'étais plus qu'assez bien pour la femme que vous étiez avant. Laura se remit à pleurer, mais cette fois,
je n'éprouvais aucune compassion pour elle. Cette fois, je n'éprouvais qu'une froide satisfaction. J'ai tout gâché, murmura-t-elle. Oui, vous l'avez fait. Y a-t-il un moyen de réparer ça? Un moyen de faire amende honorable? Vous auriez pu me poser cette question il y a 1 an. Vous auriez pu me parler de tout ce qui vous rendait malheureuse, de tout ce qui manquait à notre mariage. Nous aurions pu travailler ensemble. Mais à la place, vous avez choisi d'anéantir toute notre famille pour un homme que vous connaissiez à peine. J'ai été stupide. Oui, vous l'avez été. Mais plus que ça, vous avez été égoïste. Vous avez fait passer vos propres désirs avant les besoins de votre famille. Vous avez fait passer votre propre bonheur avant la sécurité de votre fille. Vous avez fait des choix qui ont blessé tous ceux qui vous aimaient. Alors maintenant, quoi? On va juste. C'est fini. C'est terminé. Vous avez fait votre lit, Laura. Maintenant, vous allez vous coucher. Après son départ, Beth me trouva dans le bureau, en train de parcourir les albums photos de Madame Voss. Papa, ça va? Ça va, ma chérie. Est-ce que tu aimes toujours maman? J'ai longuement réfléchi à cette question. Vraiment réfléchi. Est-ce que j'aime la femme qui a trahi notre famille? Est-ce que j'aime la femme qui a choisi un autre homme plutôt que son mari et ses filles? Est-ce que j'aime la femme qui est assise dans une chambre d'hôtel à l'autre bout de la ville, en train de pleurer sur la vie qu'elle a gaspillée? J'aime la femme qu'elle était, dis-je à Beth. Mais cette femme n'existe plus. Reviendra-t-elle un jour, la femme qu'elle était? Je ne sais pas. Les gens peuvent changer, mais ils doivent avoir envie de changer. Ils doivent être prêts à entreprendre la tâche ardue de devenir meilleurs qu'ils ne l'étaient. Tu crois qu'elle en a envie? Je crois qu'elle a envie d'en avoir envie. Mais avoir envie de quelque chose, ce n'est pas la même chose que d'en avoir vraiment envie. Beth hocha la tête, comme si cela avait du sens pour elle. Ce qui était peut-être le cas. Les enfants sont plus perspicaces qu'on ne le croit. Ils perçoivent les choses clairement, sans toutes les complications et les rationalisations que les adultes utilisent pour justifier leurs erreurs. Ce soir-là, je me suis assis dans le bureau de Madame Voss mon bureau maintenant et j'ai songé à la vengeance. J'ai obtenu ce que je voulais. Laura a tout perdu, son mariage, son amant, son statut, ses filles. Elle est seule à Portland, recommençant à 0 à 40 ans, expiant ses erreurs chaque jour. Scott a tout perdu, lui aussi, son emploi, ses relations familiales, sa réputation. Il est quelque part en Floride, essayant de reconstruire sa vie à partir de rien. Et moi? J'ai triomphé. J'ai gardé mes filles, j'ai exercé ma vengeance. J'ai prouvé que les gentils peuvent finir premiers, s'ils sont prêts à jouer selon des règles différentes. Alors pourquoi ne me sens-je pas mieux? Pourquoi la victoire a-t-elle un goût de cendre dans ma bouche? Peut-être parce que la vengeance ne consiste pas vraiment à gagner. Il s'agit de s'assurer que tout le monde perd. Et au final, tout le monde a perdu, même moi. Surtout moi. Mais je peux supporter ça. Je peux supporter d'être le méchant de cette histoire. Parce que parfois, le méchant est le seul prêt à faire les choix difficiles, à faire ce qui doit être fait. Parfois, le méchant est le héros, même si personne d'autre ne le voit comme ça. Men der ser mere beige ud på min anden skærm, faktisk. The fuck? Der er en mere hvid en. Okay, tag lidt screenshot af den, så vi kan huske det. Jeg tror ikke, jeg gider at tage den med hjem. Jeg kan godt gøre sådan der. Der er også et æsel. Jo. Jo. Har I set, hvad fanden de laver ved det her får herhenne? Nå, Fed. Har I set det? jeg tror næsten allerede, jeg kan gætte mig frem til, hvad det er. Så, gå over broen. Kom lige over broen. Nej. Hvad er det, der sker? Tak. Det var 2. Ej, nu wastede jeg lige 3 fisk. Hvem er det, der gør det? Hvem der gør det, tror Ja, jeg. det er det, fælles den er. indsats. Brute Force lige Iron Golem. Okay, I got you. Ej. What the fuck? Altså, Hvad jeg sker gør der? stemmerne, og det første, jeg ser, det er det der, by the way. Jeg er væk. Så hvad så? Det er allerførste. Nej. Beige og brun.
Han havde aldrig en chance, nej, det havde han sgu ikke. Hvad fanden er det, der foregår her? Jeg passer lige din hund, Martin. Tak skal du have. Jeg kommer også snart hjem med flere katte. De kigger på mig, som om jeg er noget, de kunne spise. Så fodrer dem. Nej, Det er jo egentlig også for ulve. så kommer jeg til at ramme forkert, og så bliver de sure på mig, og så slår de mig ihjel. Okay. Jeg dræber snart det får her. Det gider jeg simpelthen ikke. Nej, det kan jeg godt fornemme. Skal jeg ikke lige... Jeg breeder lige hurtigt en kylling, så jeg ikke behøver at huske på det. Hvordan breeder man katte? Kan man det? Sådan Lad der. os Så se, den hvad I kan har vi lavet på tjekke af. basen imens. Fisk. Jamen, jeg har kun Vi har én nu. faktisk været gode. Fisk, bro. Ja, Trollsy. Ja, Jeg har brugt min Diamond pickaxe fuldt ud nu. seriøst. Ja, Holy shit, jeg har minet helt bjerget. Vi har helt bjerget væk, eller hvad? Hvad sker der her? ja bare Ja. det her stykke. Okay. Hvorfor vil vi det? Fordi altså, vi skal bruge blocks. Altså, vi har en hel chest fyldt med sten. Okay. Det er skide godt. Det er godt, du kan opdatere den der katte, kom ind fra jer. KS, hvorfor har Der du var ikke det fået mat. noget gear? Fordi jeg bare... Har de andre ikke været søde mod dig? Nej. Hvad havde du forventet? Røvheller. Kom lige ned til mig. Wow, den er greedy, den der hund. Au. Ej, den er greedy. Nå, Hold jeg da vil op. smide alt det her lort. Fucking 12 Fedt. bones, mand. Hvem er det, der skyder mig? Du Skyder kan ikke tage damage Var af der det. ikke en, der skød mig? Jeg tror bare, det var mig, der dig. hoppede ned. Skidt så. Hvorfor så mange hunde? Sådan der. Så jeg kan farme gifted subs på at navngive dem. Hvad mener du? Altså, er du ikke business-minded, Det var Nana? bedre. Man kan jo Har ikke jeg nå en tools, der. ikke? Eller er det stentools, det der? Det er sten. Altså, vi har jern, hvis det er. Nej, Men jeg er Hvor snart vi har færdig. jern, har vi ikke? Jo, vi har Jeg 13. er snart færdig Hvor med er sten. Ferns? Eller med... det er bare fordi, jeg synes, Eller de vi er har søde, 21. Nana. 31 har vi. Ja, Ej, nej, jeg er snart- KS. Du må ikke ødelægge trappen. Det var da ikke mig. Det er fandme Nej, ikke det er mig, det Trollsy. der. Det er Trollsy. Sorry, det er Trollsy. For helvede. Hvad? Hvad med trappe? Du fjernede den. Jeg har... Jeg havde lavet en trappe. Nej, jeg har jo ikke slået nogen af dem ihjel. De Sten, sidder og eller hvad? hygger sig hjemme i mit hus. Ja. Lad være med det Ja, der. præcis. Så vi kan komme op nemmere. Så bliver jeg sgu Næste gang må grumpy. jeg lave den lidt mere obvious. Vi putter fandme hegn på næste gang, mand. Så du har ikke flyttet Ja, præcis. bones, fordi den anden var så Jeg greedy. synes også, jeg har en på vores bro. Jeg laver altså lige vores bro pænere. Kan du Ikke sådan gøre det? Kan sure du gøre øjenbryn til mig. Jamen, det har jeg tænkt på. Også. Jamen, jeg ved ikke, Tilbage hvad her jeg igen. laver. Velkommen Jeg ved ikke, tilbage her igen. Jamen, hun har fået Okay. fuld gear der. Ikke blive før prinsessesur. Hvem er prinsessesur? Så ved man ligesom, hvad jeg skal bruges til. Jeg er bare arbejdskraft. Ja, det er klart. Simpelthen. Det ved du godt. Hej Havgård. Nej, gør jeg, ellers havde jeg ikke spurgt. Vi ses, jeg smutter. Ja, det er orden, Havgård. Vi ses. Altså, jeg synes, mit hoved bliver mere og mere blåt, jo længere den der sol Jo, går nu ned jeg ad. har ekstra træ, ud over Ja, det, det vi er har i forvejen. Prøv at spørge over ved Cobra. Jeg har noget. Nej. Hvorfor er der lige 2, der lige har brændt ihjel? Jeg har masser af træ. Jeg kommer. Der kommer mere her. Værsgo. Du dropper dem en af gangen, eller hvad? Ja, det var lige det, jeg kunne overskue.